Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, mort de Bassirou Diop, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, interpelle le procureur de la République sur les circonstances exactes. Concernant sa radiation, Barthélémy Diaz compte déposer un recours. Campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. L'objectif est de protéger près de 7,5 millions d'enfants. La recrudescence de la rougeole préoccupe les autorités avec 449 cas confirmés répartis dans 33 des 79 districts sanitaires. Enjeux et défis de la gestion foncière au Sénégal. La question préoccupe l'Association des maires du Sénégal. Les maires débattent de l'épineux sujet dans un atelier ouvert ce matin. Et puis, soir d'info, la suite, un invité exceptionnel ce soir, le professeur de philosophie Aloïse Raymond Ndiaye, ancien doyen de la faculté Lettres et Sciences humaines à l'UCAD. Au menu de notre échange, identité et différence, les enjeux et défis du vivre ensemble. Que sans se rebiffer, radié de son poste de député, Barthélémy Diaz dénonce un acharnement du pouvoir sur sa personne. L'État a les yeux rivés sur la mairie, mais nous ne nous laisserons pas faire, clame-t-il. Concernant la mort de Bassirou Diop dans les liens de la détention, le maire de Dakar interpelle le procureur de la République sur les circonstances. Maïmouna Ndiaye. La mort de Bassirou Diop fait encore parler. Barthélémy Diaz exige toute la lumière. Il interpelle directement le procureur de la République. Il n'est pas question qu'on laisse cela passer pour perte et profit. Il n'est pas question. La police est responsable de ce qui s'est passé lors de cette agression et non cette arrestation à Aloukaï. Et le ministre de l'Intérieur a des comptes à rendre au peuple sénégalais. Je rappelle que M. Bassirou Diop est un citoyen sénégalais. Et il n'est pas mort de mort naturelle. Et il n'a surtout pas glissé sur une peau de banane. Et j'aimerais que le ministre de l'Intérieur puisse apporter des éclairages par rapport à ce que je viens de dire. Au nom de quoi et pourquoi la police a tiré sur nos éléments de sécurité? Au nom de quoi et pourquoi? Seulement pour plaquer les gens au sol, il fallait utiliser à la limite des techniques qui relèvent des arts martiaux que nous avons avec la famille du défunt Bassirou Diop. Nous avons souhaité qu'une autopsie soit faite. Et après cette autopsie, nous accompagnerons notre ami, notre frère, Bassirou Diop, vers sa dernière demeure. Sur la question de sa radiation au poste de député, il la qualifie d'acharnement et annonce un recours. Ce qui est en train de se tramer, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Ce qui est en train de se tramer, c'est autre chose. Et ce autre chose-là, on y arrivera et on ne l'acceptera pas. Nous avons pris la décision de déposer un recours, pas pour retourner à l'Assemblée nationale, parce que j'ai déjà décidé que je ne siégerai pas dans cette 15e législature. Pour des raisons personnelles et par respect aux Sénégalaises et aux Sénégalais, je ne souhaiterais pas évoquer ces raisons. Mais nous voudrons aujourd'hui, à travers ce recours, que les Sénégalais puissent voir eux-mêmes si les tenants actuels du pouvoir sont des personnes sérieuses ou pas, des personnes de confiance ou pas, des personnes qui croient en l'état de droit ou pas. Parce que vous ne pouvez pas me radier et laisser d'autres personnes qui sont définitivement condamnées à l'Assemblée nationale. Affaire donc à suivre. En attendant, le maire de Dakar clame haut et fort qu'il n'est pas le seul homme politique à être condamné définitivement. Merci Maïmouna. L'actualité, c'est aussi la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. L'objectif est de protéger près de 7,5 millions d'enfants. La recrudescence de la rougeole préoccupe les autorités avec 449 cas confirmés répartis dans 33 des 79 districts sanitaires, soit 41% du territoire national. La campagne de vaccination se déroule jusqu'au 11 décembre prochain dans les districts sanitaires comme à l'hôpital Youssou Margane. Suivez ce reportage de Mamadou Fall. Des cas de rougeole détectés à l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque en cette année 2024. La cause, l'absence de vaccination des enfants lors de la pandémie Covid-19.
Pour éviter qu'il y ait une épidémie de rougeole, une campagne de vaccination est plus que nécessaire. Oui, c'est une maladie vraiment qui existe. Donc moi personnellement, j'en ai eu 2. Pendant cette année 2024, j'en ai eu 2. Donc là, c'est un garçon qui était âgé de 9 mois, donc qu'on avait même hospitalisé. C'est au décours de cette hospitalisation qu'il a présenté donc, une forte fièvre, donc une dermatose diffuse sur tout le corps, une conjonctivite, et rapidement j'ai signalé le district. Et quand on a fait le dépistage, il s'est avéré que c'était une rougeole. Et l'autre, c'était une fille d'environ 5 à 6 ans. Alors, donc moi personnellement, je l'ai consulté et finalement je l'ai notifié au district. Et quand on a fait le diagnostic, il est revenu que c'était une rougeole. Cette mère de famille ne voulait pas attendre. Vacciner son enfant est vital pour elle. Cette campagne est importante. Il faut quand même vacciner les enfants, mais surtout les surveiller. Il ne faut pas écouter ceux qui pensent que cela n'est pas une réalité, mais la rougeole existe. L'objectif est presque atteint selon les directeurs de l'hôpital. Selon lui, plus de 14 000 enfants sont vaccinés pour un objectif de 15 000. C'était un objectif en gros globalement de 15 000 enfants. Aujourd'hui, on est à 14 700 hectares. Donc, on est à un objectif de 98% qu'on va atteindre. On va atteindre les 100% d'ici mercredi. C'est une campagne qui arrive à son terme le mercredi. Ça se passe très bien. Les enfants sont venus vaccinés. Je profite de l'occasion pour remercier toute la population de Rufisque. Il demande ainsi que sa structure soit élevée en hôpital niveau 3. Donc, c'est normal aujourd'hui que l'hôpital soit relevé en hôpital de niveau 2 ou 3. Parce qu'aujourd'hui, c'est un hôpital de niveau 1 toujours. Mais avec une activité qui dépasse même l'activité des loups. Et dans les prochaines années, l'essentiel des vaccins qui seront utilisés au Sénégal seront produits in situ grâce au programme Madiba développé par l'Institut Pasteur de Dakar qui célèbre, vous le savez, 100 ans d'existence. Le projet Madiba soutenu par l'État du Sénégal. La pandémie de Covid-19, nous avons lancé, comme vous le savez, un grand projet qui s'appelle le projet Madiba, dont le but est de développer des capacités pour produire, des capacités pour faire de la recherche et des capacités pour former à la fabrication de vaccins. Donc, dans cette étape, dans les prochaines années, nous allons voir que l'essentiel des vaccins qui seront utilisés au Sénégal vont être produits ici, et cela dès les prochaines années. L'Institut Pasteur est sous la tutelle du ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est une fondation d'utilité publique et de droit sénégalais. Il travaille pour l'État du Sénégal. Donc c'est un devoir pour nous de soutenir l'Institut Pasteur dans son développement parce qu'on sait que c'est un développement qui peut être bénéfique au Sénégal et surtout au service de la santé publique dans notre pays. Tout autre chose, l'association des maires du Sénégal se penche durant 2 jours sur les enjeux et défis de la gestion du foncier au Sénégal, source de conflits. L'AMS, qui a réuni plus de 200 de ses membres, veut participer à sa manière à comment appréhender les questions du foncier et appuyer le gouvernement en termes de réflexion. Alassane Ba. L'objectif général de cet atelier est d'engager une réflexion stratégique sur la gestion foncière. Et 2 aspects essentiels ont motivé l'Association des maires du Sénégal à organiser cet atelier. La première, comme on le sait, la gestion foncière est un secteur générateur de beaucoup de conflits et il y a beaucoup de débats par rapport à la terre et par rapport à la gestion foncière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la terre, aujourd'hui, est un enjeu majeur. Car vous savez qu'il y a une rarification des terres dans les autres continents. Et pour ce faire, les maires qui sont au centre du dispositif de la gestion foncière devraient pouvoir se concerter. Le ministre des collectivités territoriales s'est réjoui de l'initiative qui, selon lui, rejoint l'ambition de l'État pour ce secteur. Comme vous le savez, le ministère des collectivités locales a lancé l'initiative d'organiser 12 rencontres durant l'année 2025, ayant comme objectif de préparer la grande réforme sur la décentralisation. Et la question foncière était l'une des questions majeures sur lesquelles nous comptions organiser une rencontre mensuelle. Alors vous comprenez tout le plaisir que j'ai de voir aujourd'hui l'association des maires qui organise un atelier qui, tenez-vous bien, réunit quasiment 200 maires ici pour travailler non seulement
à capitaliser tout ce qui a été fait sur la question foncière jusqu'à date, mais de faire des propositions concrètes. Partie prenante à cette réflexion, l'Institut panafricain SICODEV soulève les questions sur le droit foncier des femmes. Quand on considère que ces mêmes femmes qui sont à la base de cette haute et forte production alimentaire ne détiennent que 15% des terres de ce pays, il y a un mismatch. L'occasion est belle ici de pouvoir promouvoir auprès des maires, auprès des partenaires techniques et financiers, auprès des nouvelles autorités qui sont en train de mettre en place la vision 2050 sur le foncier, d'attirer leur attention sur cela. Les conclusions qui seront issues de ces 2 jours de réflexion seront versées dans l'agenda de transformation Vision Sénégal 2050, assurance du ministre Bala Moussa Fofana. Les localités impactées par les ICS se sont rencontrées à Mboro pour se pencher sur leurs difficultés. La plateforme SOS Mboro qui a initié la rencontre a fait un diagnostic des contrats ICS et l'État du Sénégal et des recommandations ont été formulées. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. ICS Mboro, les opérations minières continuent de rester un casse-tête pour les populations riveraines malgré les promesses des autorités des industries chimiques du Sénégal. Les habitants de Mboro, Darou Khoudoss, Taïba Ndiaye, Ndomour, Gadou Ngomen, Toben se sont réunis ici à Mboro pour exiger de l'État l'augmentation du taux d'indemnisation des impenses. Parce que la loi sur les indemnisations, c'est l'État du Sénégal qui a créé cette loi. Les taux d'indemnisation sont vraiment faibles par rapport aux pertes que nous subissons. Si je vous dis qu'aujourd'hui, un pied de manguier productrice peut vous donner au bas mot entre 150 000 et 200 000 l'année. Aujourd'hui, on nous indemnise ce pied de manguier-là à 50 000 francs pour toute une éternité. En plus, on perd le foncier là où nous faisions nos cultures vivières. C'est vrai que l'exploitation minière a son importance sur le plan économique pour le pays, mais nous, les communautés qui sommes là... Pour Fossari Ndiaye, membre d'Mboro SOS, des dispositions sont prises pour améliorer les relations entre cette entreprise minière et les populations locales. On l'a dit par exemple, c'est consacré par l'article 25 de la Constitution, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Dans le contrat, la population globalement pense que les contrats vont finir en 2024, mais les experts vont te dire que les contrats vont poursuivre qu'en 2033. Donc il y a tellement de zones d'ombre sur ces contrats-là. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Les populations impactées ont diagnostiqué les contrats signés par les ICS. Des recommandations ont été faites pour une éventuelle discussion sur le contrat. À la une également, la 18e édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits officiellement lancée à Saint-Louis du Sénégal. Un grand moment d'échange, de sensibilisation et de prise de décision pour le bien-être des tout-petits. Voici le ministre de tutelle, Moustapha Guirassy. Sénégal Mail, il faut absolument que parents, État, gouvernement, tous les acteurs, que le focus, que l'énergie, que les efforts soient portés sur les enfants, sur la petite enfance essentiellement. C'est à ce moment-là que tout est possible. Nous sommes en mesure de les faire comprendre, de les transformer, de les amener à aimer, de les amener à devenir de grands patriotes. C'est à ce moment. J'invite tous les parents, j'invite tous les acteurs à une forte mobilisation, à un fort partenariat. Nous disons au niveau du ministère de l'Éducation nationale que nous voulons passer d'un système éducatif à une société éducative. Une société éducative veut dire les parents là-dedans, les enseignants là-dedans, le voisin là-dedans, le sport là-dedans, le numérique là-dedans, les religieux là-dedans. Donc, nous invitons toutes les familles d'acteurs à un partenariat très fort. Nous devons. Les anciens enfants de troupe veulent élargir leur organisation. L'association devient donc une fédération. Au total, 12 amicales et associations venues de 12 pays d'Afrique réunies à Dakar. Écoutons le président de l'association avec Mamouna Djaï. Nous devons développer toutes les valeurs et toutes les actions qui sont le substrat de notre fédération. Il s'agit de cultiver l'excellence dans nos associations nationales, renforcer la coopération entre nos associations nationales et nos prytanées militaires, développer encore
la solidarité, la fraternité entre les anciens enfants de troupes d'Afrique. Et c'est cela un projet qui peut paraître ambitieux, mais il est réalisable, nous en sommes convaincus. Quand nous disons que nous tendons vers une quinzaine de pays, parce qu'il y a d'autres pays qui aujourd'hui sont à la porte de l'association. Et vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, les Africains sont conscients que leur avenir n'est pas dans une marche isolée, mais plutôt dans une intégration mûrie et assumée. Sur l'international, la chute de Bachar al-Assad, plus de 13 ans de guerre sanglante en demi-million de morts. Depuis 2011, la Syrie est plongée dans une guerre civile sans fin qui a fait près d'un demi-million de morts et des millions de déplacés. Après la chute de Bachar al-Assad dimanche, le retour sur les événements marquants de ce conflit. Vous avez suivi le papier de Ibrahim Makan dans nos précédentes éditions. Le président syrien et sa famille qui ont trouvé refuge à Moscou selon plusieurs agences. Écoutons là-dessus François Durper, docteur en histoire et professeur à l'université de Paris-Cergy. Il est interrogé par Chérif Dia. On dit en diplomatie que toute crise naît d'une opportunité. Alors quelle opportunité permet aux rebelles de l'HTS de l'emporter en seulement 11 jours après 13 ans de guerre civile contre Al-Assad? C'est l'affaiblissement des protecteurs d'Al-Assad, en particulier la Russie qui est absorbée par sa guerre en Ukraine, et évidemment le Hezbollah pro-iranien absorbé par sa guerre contre Israël. Alors on sait ce que l'on perd et peu de gens regretteront les 50 ans de régime Assad, massacre, torture. On se souvient du gazage des enfants à Houdi en 2013, crime de guerre, selon l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Mais on ne connaît pas encore le visage du nouveau pouvoir. L'HTS, il y a derrière l'ombre d'Al-Qaïda et de l'État islamiste. De promesses ont été faites pour la défense des minorités, notamment chrétiennes et kurdes. Mais il y a également un historique de traitement très dur à l'encontre des ennemis politiques. Et puis cette nébuleuse de l'opposition syrienne, c'est à la fois l'ANS, l'armée nationale syrienne, soutenue par la Turquie, mais également le FDS, à l'inverse, soutenu et d'obédience kurde. Ce qui fait dire à Joe Biden, le président des États-Unis, que c'est une opportunité historique, mais que c'est également un risque et une incertitude pour la région, en se rappelant que la Syrie, c'est un nœud géopolitique qui relie le pétrole irakien à la Méditerranée, qui relie les chiites d'Irak et d'Iran au Liban, et qui relie la Turquie, le bastion sud de l'OTAN, au désert jordanien. Et puis en mot de sport, football, deuxième journée groupe C de la Coupe CAF, la rencontre AS Jaraf USM Alger au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio a été émaillé d'incidents, des faits imputés aux supporters algériens par le vice-président du Jaraf, Pape Momarlo, avec Cheikh Sadi Boudjara. Lorsque les supporters algériens sont arrivés, ils sont allés donc s'installer au niveau des gates 124, 125 et 126 jusqu'au 129. Ce que naturellement le dispositif sécuritaire ne pouvait pas accepter parce qu'ils étaient un peu proches des supporters du Jaraf et derrière les buts. Ce qui n'était pas dans le schéma organisationnel et ce qui n'a pas été validé déjà en réunion technique. Non seulement ils sont venus avec des fumigènes et des pétards, dissimulés dans des béquilles ou bien dans des tranches de pain, et qui ont échappé justement à la vigilance de la police. Et justement, finalement, des saccages au niveau des panolettes, des loges, des box au niveau des loges, et autant de dégâts que seuls les supporters algériens ont fait pendant toute cette partie-là. Ce qui était visible, c'est que la délégation algérienne ne maîtrisait absolument pas le supporter, qui était venu vraiment pour chahuter, pour s'amuser, pour se défouler, voilà, comme vous pouvez le constater sur plusieurs images. Est-ce que les girafes craignent des sanctions? Mais absolument pas. Nous ne craignons absolument pas parce que notre dossier est suffisamment solide, suffisamment argumenté en présence des officiers de la CAF. Je crois que la CAF devrait plutôt s'orienter vers les supporters algériens pour les interdire de déplacement et prendre les sanctions qui s'imposent. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info, la suite avec le professeur Aloïs.